Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau? S'affranchir des obstacles, des contraintes et du temps pour découvrir des paysages à couper le souffle, changer de point de vue, s'offrir le luxe d'une rencontre, de coups de cœur. Une balade sur le littoral faite de petites incursions vers des trésors cachés. Plus de 4000 km de côte française à découvrir, le rêve d'Icare, sans se brûler les ailes. En France, quand on parle du Sud, on pense souvent à la Méditerranée. Une dizaine de côtes s'y répandent, avec presque pour chacune leur accent, leur parfum. Nous prenons notre envol à l'est, sur la côte Vermeille, au large de Port-Vendre. Après un détour par les vignes de Banyuls, nous reviendrons sur Collioure. Jadis, Port-Vendre servait de liaison entre le monde d'Orient et le monde d'Occident. Pour simplifier, le port qu'on appelait à l'époque Portus Veneris était en quelque sorte l'union pour la Méditerranée avant l'heure. En ce temps-là, les navires surpris par les vents rugissants dans le golfe du Lion se réfugiaient ici, en attendant de reprendre leur route pour Marseille ou l'Espagne. Certains autres, incapables de se mettre à l'abri à temps, font désormais le bonheur des chasseurs d'épaves, comme Alain. Ah, il y a de très belles épaves, on a 4 épaves principales, dont 3 qui sont à moins de 5 minutes de Port-Vendre. Et ça nous permet en fait d'être un peu la capitale de la plongée épave sur la côte Vermeille. Tout en crique et en crête, la côte Vermeille émerveille plongeurs et randonneurs. Les aficionados des bains de mer filent, eux, vers l'Espagne. C'est au-dessus du Cap Béar que nous retrouvons Alain. Le plongeur a choisi de nous faire visiter un cargo écossais torpillé en 1944 que les Allemands avaient réquisitionné et transformé en navire de guerre. Donc là, on va descendre sous le Saumur. Une épave qui fait une centaine de mètres de long quand même. Mais sympathique, on peut rentrer dans la cuisine, visiter la cuisine. Il y a une ancienne salle de bain aussi qui s'est un peu écroulée au niveau des parois, mais on a la baignoire, on a un lavabo. Et ensuite on va arriver donc sur le bout du bateau à l'étrave, sur laquelle on a cette fameuse mitrailleuse, bien connue des plongeurs. 67 ans après, tourne encore sur son axe. Et tous les plongeurs peuvent le faire tourner avec une seule main. Là où, comme on dit ici, les Pyrénées tombent dans la mer, ils pourront toujours se baigner à Banyuls, dernière station balnéaire avant la frontière. Banyuls est connue pour le vin qu'on y produit. La ville est entourée de coteaux où sont ramassés les raisins qui bénéficient d'un ensoleillement exceptionnel. Sur le massif des Alberts, fidèle au poste, la tour Madlock n'a pas bougé d'un poil. Déjà, au XIIIe siècle, ces contreforts étaient couverts de vignes. Et comme à l'époque, les vignerons doivent pousser la hotte au sommet avant de tirer leur nectar. De toutes les vignes qu'on a, c'est celle qui est quasiment la plus en pente. Et c'est la plus sauvage aussi, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au milieu de la garrigue. Pour nous, c'est la plus dure à travailler, mais c'est notre plus belle vigne, c'est celle où vraiment on a une attache particulière à cette vigne, quoi. C'est un terroir absolument exceptionnel. C'est-à-dire que les pieds poussent dans la roche, quoi, hein. Là, on le voit bien, hein.
Là, il y a la roche partout, quoi. Alors forcément, ça a une influence sur le vin et ça donne vraiment un vin avec une minéralité assez exceptionnelle, quoi. Et s'il y a encore des vignes ici, c'est par la volonté des hommes, quoi, qui travaillent ce vignoble-là. Alors effectivement, c'est dur, mais moi je considère que c'est pas plus dur que de passer 8 heures dans un bureau devant un écran d'ordinateur. Parce que mon paysage, c'est pas le même que devant l'ordinateur. À l'époque où les Pyrénées passent de main en main, Fort Saint-Elme défend tour à tour roi de France et d'Espagne. Sa situation dominante permet d'assurer à la fois la protection de Port-Vendre et de Collioure, situé dans une anse voisine. Le port, aussi rocailleux que l'accent de ces pêcheurs d'anchois, était le foyer d'un commerce intense, au temps où l'Aragon administrait la ville de Port-Vendre et de Collioure réunis, que 2 petits kilomètres séparent. Plus à l'est, il n'est pas banal le village de Gruissant, aussi rond qu'un coquillage emberlificoté autour de sa forteresse médiévale, classée monument historique. Si le nom de Gruissant ne dit rien à personne, ces lotissements sur pilotis rappellent sûrement à quelques nostalgiques qu'ils avaient servi à 37 le matin, un des films les plus chauds des années 80. Préparez-vous maintenant à contempler des œuvres dignes d'un extraterrestre. Voici la première de toutes, Cap d'Agde, une station balnéaire construite dans les années 60 dans le cadre de la mission Racine. Une politique de grands travaux visant à développer le littoral languedocien. Les mauvaises langues y avaient vu une intention d'aligner des vacanciers comme des sardines en boîte. Ce qui distingue ce trait de côte, c'est avant tout sa situation entre deux eaux. La mer d'un côté, l'étang de Thau de l'autre. Sur la rive nord de l'étang, s'étirent les parcs ostréicoles de Bouzigues. Et là encore, pour ne pas faire comme les autres, les huîtres, comme les moules, sont élevées en suspension, contrairement à l'élevage pratiqué sur la côte atlantique. Alors c'est une drôle d'installation ces tables là, on voit rarement ça. Hein. Ouais, oui, ce sont des rails de chemin de fer plantés dans le sable. Et sous nos pieds, on a 6,50 m de profondeur d'eau. C'est ici qu'on vient pendre nos cordes d'huîtres ou de moules en fonction de la production. Bah là, pour mon cas, c'était de la corde de moule, mais j'ai eu un petit problème par rapport aux dorades, parce qu'elles m'ont tout mangé. Et on s'aperçoit que finalement, il reste 2 kg de moules qui sont même pas à taille marchande. Alors que théoriquement, une trentaine de kilos de moules à taille marchande, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que là, on a des moules sur toute la longueur et on voit bien que cette corde n'a pas été mangée. En termes de volume, c'est pas très grave. Mais ça montre bien qu'on a un problème avec les dorades, surtout de prédation, hein. Que ce soit des moules comme les huîtres d'ailleurs. Les dorades, un moindre mal, sachant que les huîtres de l'étang de Thau ont la chance d'avoir été épargnées par la crise de mortalité affectant un grand nombre de productions en France. On la surnomme la ville singulière, tant elle se démarque des autres villes du littoral languedocien. Son nom évoque pourtant un pluriel. Sète, vous l'aurez compris, n'est pas une ville où les choses tournent bien rond, mais c'est là tout son charme. Il y a bien eu l'aménagement récent du quartier Villeroy qui a fait quelques remous, mais ils n'ont jamais atteint les canaux qui quadrillent la ville où semble s'écouler un long fleuve tranquille. La Pointe Courte, c'est vrai que c'est un endroit très particulier à Sète. C'est un mini-port, c'est un port de poche, c'est assez pittoresque. C'est un lieu qui est un peu en dehors de Sète, un peu en dehors du temps, où il y a toujours quand même cet état d'esprit de cabane, un peu de refuge qui servent aux pêcheurs. Il faut savoir qu'à la Pointe Courte, c'est vrai qu'ils ont une réputation d'être un petit peu en dehors des règles. Donc ils aiment bien garder, je pense aussi, cette image de cabane en matériel de récupération. Vous voyez, on passe même la Pointe du Raz. C'est pas tous les jours qu'on passe la Pointe du Raz en kayak. Là, on arrive à Doradland.
c'est l'endroit où l'étang de Tours rentre dans les canaux de Sète pour ensuite aller vers la mer. Donc ça crée un entonnoir et c'est là où les dorades se concentrent en fait pour passer vers la mer. Donc c'est à cet endroit-là que se déroule tous les ans la fameuse pêche à la dorade là, qui dure quelques jours. Ça fait vraiment partie de la culture sétoise ici. Vous avez pris ma place. Je viens me mettre Non, là. mais c'est votre place? Oui, c'est ma place. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre place? Salut. Ah ben, Ah ben, ce qui prouve que c'est ma place, c'est que je viens et je dis c'est ma place. Voilà, alors s'il insiste et qu'il se met devant moi, eh ben ce monsieur prend un bain. Il prend un bain. On est bons copains, mais. Pas jusqu'à Pas se laisser juste. prendre Non, ma place. non, hein. non, non, je te prêterai pas ma place. Une place qui ne mérite sûrement pas qu'on se la dispute, car ce jour-là, qu'aucun de sort, de dorade, il n'y en avait pas. Le passage du pont ferroviaire symbolise l'entrée dans la ville de Sète, une des rares villes de France qu'il est possible de visiter au fil de l'eau. Sur ces canaux s'escriment chaque année les jouteurs qui sont à Sète, ce que Georges Brassens est aussi, indéboulonnable, enfin presque. Passé le pont de la Savonnerie, amarré en plein centre, les tonniers assènent la tradition maritime de la cité. Ils sont pour ainsi dire rivés à quai, depuis que l'urgence a contraint les États à durcir les règles qui régissent la pêche au thon. Si l'on peine à s'extirper de ces entrailles tant elles vous attachent, embarquez donc à bord d'un de ces ferries pour Tanger, car Sète, c'est aussi ça. Une porte vers l'Afrique et le monde, ouverte 7 jours sur 7. Retour sur le continent. La barrière de dunes qui abrite les étangs de la région se prolonge jusqu'à Palavas-les-Flots. La station balnéaire accueille plus particulièrement les habitants de la région. A l'inverse, la Grande Motte draine des touristes venus de la France entière. Apparue dans les années 70 comme une taupe sortie de terre, la station balnéaire est réputée pour ses immeubles en forme de pyramide. Avec les 2 millions de touristes qu'elle attire chaque année, elle est la station préférée des Français. Tel un jeu de bataille navale grandeur nature, le Gros du Roi est aussi une station balnéaire touchée par la mission Racine. L'aménagement de Port-Camargue illustre assez bien l'ampleur du projet. C'est aujourd'hui l'un des premiers ports de plaisance en Europe. Emportés par les flamants roses, nous passons au-dessus de la Camargue pour faire escale à Fos, Marseille, puis Toulon, situés sur la Côte d'Azur. Les escadrons de flamants roses et les chevaux ne laissent planer aucun doute. Nous sommes au-dessus du parc naturel régional de Camargue, dont les Saintes-Maries de la Mer est souvent désignée comme la capitale. Sur la rive gauche de l'embouchure du Vieux-Rhône, le phare de Faramond veille sur des hectares d'étangs et de marais qui jadis faisaient vivre la commune de Fos-sur-Mer, visible à 100 lieues à la ronde. Un passé mort et enterré sous un complexe industriel qui fait tourner l'économie de la ville à plein régime. Fos-sur-Mer a dans son arsenal d'industrie l'une des 12 raffineries françaises, une véritable poudrière où débarquent régulièrement des tankers chargés de matières explosives. Inutile de préciser que la manœuvre d'approche de ces bombes flottantes n'est pas confiée à n'importe qui. À Fos, on a pas mal de méthaniers et celui-ci vient environ une fois par semaine. Donc c'est un bateau qui fait 230 mètres
et qui est rempli de gaz. C'est une énorme bouteille de gaz flottante, donc c'est très très dangereux. Il n'est pas question de faire des inepties. Et de toute façon, toutes les manœuvres sont délicates. Bonjour, good morning. Alors le métier de pilote, c'est un métier d'expérience avant tout. Donc cette expérience, on l'apprend de nous-mêmes en pilotant les navires. Port 10. Port 10. And Port 10, sir. steady. Steady. Tous les gens qui sont recrutés pour devenir pilote, ce sont déjà des capitaines qui ont de l'expérience, puisqu'il faut être capitaine de long cours et avoir quasiment 10 ans de navigation à la mer avant de pouvoir devenir pilote. On passe un concours, bien sûr, mais ensuite on est instruit par les anciens pilotes qui vont tous les jours vous expliquer quelle manœuvre il faut faire avec telle condition de vent, telle condition de courant et tel type de navire. Donc il y a vraiment une réelle transmission de savoir des anciens vers les plus jeunes. Et à Marseille-Fos, pour être habilité à piloter tous les navires, il faut 10 ans d'expérience. Ce qui est ton cas? Pas du tout. Moi j'ai 8 ans d'expérience, donc je ne suis pas habilité encore. Je peux faire tous les navires, sauf les paquebots de plus de 250 mètres. Donc les navires passagers de croisière qui font jusqu'à 340 mètres de long. Donc je n'ai pas encore le droit de les faire, je les ferai que dans 2 ans, quand j'aurai 10 ans de pilotage. Ces palaces flottants n'ont pas l'habitude de s'amarrer à Fos-sur-Mer, mais à peine plus à l'est, à Marseille. L'un des ports sûrement les plus atypiques de Méditerranée. Redoutée, courtisée, la voici. Marseille et ses quartiers. Populaire au nord, huppé au sud, et la balle au centre, histoire de mettre un peu d'huile sur le feu. En gardienne incongrue du joyeux melting pot, Notre-Dame de la Garde, alias Bonne Mère, veille comme elle peut. Côté mer, Marseille déballe ses 40 km de côte, 14 ports de plaisance, 1000 mètres d'avenue, la Canebière, qui déboule droit là où tout a commencé. Ça va? C'est le Marseille. C'est tous ces petits poissons-là qui donnent le goût et qui rentrent dans la composition de la bouillabaisse. Voilà. Alors vous m'amenez tous ces poissons et on va démarrer le cours comme ça. Hein? Allez, c'est parti. Pour faire la soupe de poisson justement, hein, vous avez tous les petits poissons qu'on ne peut pas forcément vendre dans la pièce et qui rentrent dans la composition de la bouillabaisse. Le Vieux-Port est la vitrine historique de Marseille. L'activité portuaire en a été éloignée pour faire place aux plaisanciers. Même le ferry qui traverse le port depuis 1880 s'est mis à l'énergie solaire. Pas gratis, mais peu cher. Et Pagnol, qui le mit en vitrine dans ses romans, s'en retournerait dans sa tombe. Les Marseillais eux-mêmes en parlent désormais sans accent. Alors comment on dit, ferryboat ou ferryboat? Ben on dit ferryboat. C'est une des lignes les plus courtes du monde, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est une ligne qui fait 283 mètres. Et chaque fois, comme vous pouvez le constater, on est obligé de changer de côté, puisqu'on le fait 120 aller-retour. Par jour, oui. On arrive à passer en moyenne 4000 à 5000 personnes par jour régulièrement, quoi. C'est parti pour un nouvel aller-retour alors, hein? Ben oui, 1 minute 30 à peu près à vitesse lente pour justement... on donne la possibilité aux passagers de voir la vue qui est exceptionnelle sur Marseille. La meilleure vue sur Marseille est pour sûr celle qu'offre l'archipel du Frioul, amarré à 2 minutes de là. 2 îles attachées par un port, Pomègue et Ratonneau, où l'ancien fort domine les calanques Saint-Estève. Le meilleur spot de Marseille pour la baignade, paraît-il. Les îles du Frioul sont en liaison directe avec les calanques du nord et du sud de Marseille. Calanques, Quesaco. Ces formations calcaires, redessinées par la mer, à grands coups de saillie. La calanque de Sormiou, par exemple, est la plus large de toutes. Et par endroits, les massifs crayeux s'élèvent à plus de 300 mètres. Le nom de ce cap et de la calanque qu'il protège sonne comme un juron marseillais. Morgiou. Pour l'atteindre, il n'y a qu'un chemin sinueux et pentu, comme pour accéder à cette autre faille qui réserve aux courageux une récompense paradisiaque.
Au bout de ce dédale de falaises en dos d'âne, s'est niché le port de Cassis. La cité touristique tire gloire de son vin blanc, capable de griser les plus réfractaires au charme de Bacchus. Cassis accueillait dans ses eaux ce jour-là l'un des plus grands voiliers d'Europe, le Belém, un peu l'ambassadeur de la marine nationale. Nul ne saura dire s'il parvint à voler la vedette au Cap Canaille, qui culmine à 399 mètres et pas un de plus. Après ces dernières images des Calanques, plongeons dans les eaux turquoises de la Côte d'Azur. Toujours plus à l'est et dans une zone maritime devenue légendaire. Nichée dans la baie mitoyenne à la rade de Toulon, Sanary-sur-Mer fut le point d'ancrage d'une illustre palanquée surnommée les Trois Mousquemers. Avant eux, on ne pouvait compter que sur ses poumons pour descendre sous l'eau. Car le trio de plongeurs a notamment mis au point le détendeur, une invention qui a depuis fait le tour des océans. L'île des Ambiers ferme la baie de Sanary au sud. Les siècles ont passé avant que ces pâturages salés ne deviennent ce charmant refuge. Un changement qui s'opère à la fin des années 50, quand le créateur du plus ensoleillé des apéritifs achète l'île. Paul Ricard allait dépenser des fortunes pour aménager le site et faire construire son port de plaisance. Pour revenir dans la rade de Toulon, il faut contourner le cap Sissier. Tout au bout, face à la mer, agonisent les ruines d'une position occupée durant la dernière guerre. À cet endroit, sous 36 mètres de fond, gîte une épave coulée exprès pour servir d'aire de jeu à des plongeurs scientifiques en mal d'entraînement. Des hauteurs du cap Sissier, l'on peut apercevoir la presqu'île de Saint-Mandrier qui fixe la limite sud de la rade de Toulon. Voici l'une des 3 frégates anti-sous-marines du premier port militaire de France. Dans la rade de Toulon, stationne le gros de la marine nationale. Et inutile de le claironner sur les toits, ça se voit. La protection naturelle de la rade à l'abri des montagnes lui conférait dès le XVIe siècle sa vocation de port de guerre. À la croisée des chemins entre Marseille et Nice, Toulon ne tire en revanche aucune gloire de son trafic routier, régulièrement en rade. Les habitants, lassés de perdre des heures à contourner la rade en voiture, n'ont pas longtemps résisté aux sirènes des navettes du réseau Mistral. Les embarcations maritimes traversent la rade en 20 minutes seulement. Elles sont à Toulon ce que les vaporettos sont à Venise, à la différence près que les usagers ici embarquent pour aller travailler. Le succès du réseau urbain est tel que depuis peu, même les militaires ont droit à un arrêt. Mais gare aux sommations. Pour s'en approcher, il faut montrer patte blanche. Un petit peu de remue-ménage, je sais pas ce qu'ils font. Givas naval de réseau Mistral. Oui, peut-être réseau Mistral, je vous écoute. Oui, bonjour, demande d'autorisation de rentrer dans la zone pour accoster au quai de la Fraîche, s'il vous plaît. Oui, vous avez accord d'accoster au quai de la Fraîche, cependant, faites attention, on a un yacht là qui a fait une intrusion militaire, donc passez pas trop près de nous. Ok, bien pris, merci. Là, il nous a mis qu'il y avait un yacht qui était accosté là, donc d'aller vraiment doucement, quoi. Toulon, premier port militaire de France, donc effectivement on a quelques contraintes sécuritaires. Un yacht s'est fait arraisonner, on a un comité d'accueil
composé de 3 militaires. On est encadré généralement par une vedette commando. On est obligé de s'affranchir de quelques règles de communication. Au-delà de ça, l'arsenal, c'est 24 000 emplois chaque jour, donc des besoins de transport. Et l'ouverture de cette ligne, à mon avis, est une première réponse. Après, vous savez, même s'il y a un certain exotisme à se faire transporter en bateau, il faut habituer les gens à quitter le confort de leur voiture pour rentrer dans un moyen de transport collectif. Et on essaye de faire en sorte ici de prendre le bateau comme on prend le bus. Une habitude qu'il n'a pas été difficile à prendre. Il suffit de monter à bord d'une navette du réseau Mistral pour s'apercevoir que ceux qui ont goûté à cette méthode de transport ne sont pas prêts de faire machine arrière. Autre avantage de voyager en bateau-bus, être assis en première loge pour admirer la flotte de la Marine nationale. Celle-ci compte dans ses rangs le porte-avions Charles de Gaulle. Mais attention, si l'imposant bâtiment se laisse photographier à l'envi, il sait aussi se défendre des intrusions. Personne ne peut s'en approcher, non, même pas nous, puisque toute la zone est bien balisée. Et si par hasard des gens voulaient s'en approcher d'un peu trop près, eh bien de suite il y a les commandos qui viennent au-devant de la vedette qui voudraient pénétrer dans la zone de la base navale. On va pas essayer alors. On va pas essayer, non, vaut mieux pas, non. En résumé, à Toulon, un seul billet donne le droit de circuler sur mer et sur terre. Et accrochez-vous, avec ce même ticket, il est aussi permis de voler. Alors, qu'on prenne le téléphérique, le bus ou le bateau à Toulon, avec le même ticket, on peut utiliser ces 3 moyens de transport pour se déplacer. Et le téléphérique nous permet d'arriver au sommet du Mont Faron. Et du sommet du Mont Faron, on aura une vue splendide sur toute la rade de Toulon, la petite rade où évoluent les navettes du réseau Mistral. Et c'est vraiment excellent. Difficile en effet de conclure autrement notre parade entre ciel et mer que par cette ascension vertigineuse au sud de la rade de Toulon. À partir de la presqu'île de Gien, nous pénétrons dans un autre monde, celui du golfe de Saint-Tropez et de ses petits villages provençaux. Dans un tout autre genre, la Côte d'Azur abrite une station balnéaire dont la réputation n'est plus à faire. Bienvenue dans la vitrine rêvée des matu-vus de tous bords et des paparazzis de tout poil. Bienvenue sur la plus française des planètes Hollywood. Bienvenue à Saint-Tropez. Il n'est pas si loin le temps où le port de pêche s'endormait au champ des Grillons, où les matins diffusaient sans autre parasite les voix de maraîchers aux accents de Provence. C'était avant que ne déferle sur la station balnéaire la vague yéyé des années 60, un raz-de-marée qui charriait au passage les yachts qui font la réputation de Saint-Tropez et s'y agglutinent un peu plus chaque saison. Au milieu de cette jungle, une petite embarcation fait régner l'ordre. Aucun yacht ne peut appareiller sans l'autorisation de Brigitte, qui tient dans le port le haut du pavé. Pratique, hein? Le plongeur qu'elle remorque est, lui, chargé de remonter les centaines d'ancres qui gisent au fond de l'eau. Lui, il peut sortir et moi, j'attends qu'il sorte. Ensuite, j'enchaîne sur le bateau suivant. Donc maintenant, il sort avec mon autorisation. La mission de la palanquée est de la plus haute importance. Éviter que ne s'en mêlent les ancres avant que les riches propriétaires en partance ne finissent les nerfs en plot. Vincent, c'est bon, tu peux y aller. Là, le plongeur suit la chaîne du bateau, il va jusqu'à l'ancre, jusqu'au mouillage du bateau. Ensuite, quand il va y arriver, il va me faire un signe avec ses bulles, c'est un gros paquet de bulles, il sera à l'ancre. Là, je vais le préparer. C'est là, pile poil. Donc là, je lui balance tout. Là, qu'est-ce que tu lances, ça? Ballon et bouteille pour lever l'ancre du Paramour. Parce que c'est un yacht qui est quand même 40 mètres, qui a une ancre plus lourde que les autres. Et je ne peux pas la lever au treuil directement.
Vous avez vu? C'est ok. Voilà des années que Brigitte voit passer des yachts. Avec le temps, cette Bretonne d'origine a su se faire respecter, apprécier même, mais ne se fait pas d'illusions pour autant. Par amour peut partir. Ils viennent de Cannes, Monaco ou de croisière, ça fait que passer ici. Ça passe, ça passe. Et il y en a qui passent plus vite que d'autres, on voit à peine. Saint-Tropez, c'est un peu une planète, on apparaît et on disparaît comme ça, on ne sait pas ce que sont devenus les gens. Ils brillent et puis hop, terminé. Les bateaux c'est pareil, il y en a qui disparaissent, c'est très superficiel. Il faut se protéger quoi, de ce monde-là, on ne peut pas trop s'investir, il faut rester à côté, il faut rester à sa place. Sinon vous risquez d'être déçus. La bulle, le père amour est largué. Oh, il va aller à Pampelonne. Non, parce qu'ils y vont tous, il suffit qu'il y en a un qui y va et ils y vont tous. Comme ça, ils se montrent entre eux. C'est moi qui ai le plus gros bateau, c'est moi qui ai la plus jolie fille, c'est moi qui ai le plus d'argent, c'est ça. Pampelonne et ses 4,5 km de plage. Ils sont, dit-on, particulièrement appréciés par la jet-set qui peut y rencontrer des stars. Brigitte avait raison, les yachts semblent s'y être donné rendez-vous, comme si l'un d'entre eux avait battu le rappel. Juché sur la colline qui domine la campagne de Pampelonne, Ramatuelle a un charme tel que les people en sont fans. Des étoiles grimpées au firmament s'arrachent à prix d'or des propriétés à d'autres stars en cours d'extinction. Emboîtés l'un dans l'autre, Port Cogolin, mais surtout Port Grimaud, gigantesque copropriété privée sur l'eau, sommeillent au fond de la baie. Par-dessus le massif de l'Estérel, nous approchons de la Riviera, avec Nice et surtout Monaco. L'arrière-pays niçois n'a rien à envier à la côte. Ces collines servent d'écrin à des villages médiévaux dont certains sont de véritables pépites. Au top du box-office, Saint-Paul-de-Vence est la plus célèbre à cause des stars de cinéma qui en avaient fait leur repère le temps que durait le festival de Cannes. Pour échapper au tumulte de la Croisette, les stars auraient pu viser encore plus haut dans le ciel. Perché à 760 mètres au-dessus du vide, le village de Gourdon n'a pas volé son nom de nid d'aigle. À proximité du littoral, le village d'Èze est sûrement le plus atypique de Provence. Il s'étage sur 3 niveaux. Le bourg proprement dit domine la station balnéaire d'Èze-sur-Mer, à Languille sur la Méditerranée. Un bon emplacement pour voir passer les touristes qui, pour quelques euros, viennent baver devant des maisons qui en valent plusieurs millions. Des résidences le long de la côte entre Monaco et Nice, appartenant aux grandes fortunes de ce monde, sur lesquelles Alexandro, un Mexicain au baratin bien rodé, n'hésite pas à lâcher quelques scoops. Bon, vous avez beaucoup de chance d'être à bord du bateau parce qu'on arrive à un bijou, vraiment on peut dire ça, c'est un vrai bijou de l'architecture. Regardez bien cette villa. Regardez bien tous ces jardins, tous ces magnifiques escaliers, des petits recoins. Vous voyez tous ces jardins suspendus. Ah, il y a beaucoup de place, on ne dira pas, mais c'est une grande villa, it's a very big house. Super, la seule façon de la voir, c'est ici. Voilà, on arrive à une petite île magnifique qui s'appelle Isoletta, appartenait pendant longtemps à la famille Agnelli, propriétaire de Ferrari et de Fiat. Ils l'ont vendu il y a 4 ans à un chanteur de rock and roll d'un groupe irlandais qui s'appelle Bono, c'est le groupe U2. Tout ce qu'il y a sur l'île, c'est une piscine. Vous allez voir, une piscine, c'est tout. Hein, c'est l'île de Bono. Voilà, une simple piscine sur une île, autant dire le monde à l'envers. À moins qu'il ne faille croire que l'argent rende effectivement fou. Après leur tournée des palais de bord de mer, après avoir parfois rêvé de débauches et de luxe, les touristes peuvent compter sur Alexandro pour remettre en douceur les pieds sur terre. Le port de Nice
est un ouvrage construit quand la ville était encore italienne, avant 1860. Le Vieux-Nice date aussi de cette époque et il en a gardé le charme intact. Dans son prolongement, la célèbre promenade des Anglais nous conduit vers un quartier plus moderne. Démesure, un mot qui colle assez bien à l'aéroport de Nice. Les pistes ont été construites sur la mer, à l'issue de travaux titanesques. Pour faire une entrée remarquée à Monaco, autant prendre l'hélicoptère. Les rotations à partir de Nice sont régulières. La traversée permet surtout d'économiser un temps précieux. Réaction d'un usager qui, d'une pierre deux coups, faisait ce jour-là son baptême de l'air. C'est très rapide, c'est luxueux et très confortable. C'est un bon moyen de voyager. J'apprécie ma première expérience en hélicoptère. Ce caillou est le siège de la plus ancienne dynastie régnante de la planète. Un album de famille de plus de 7 siècles. Voici où en a été tournée la dernière page. Dans ce palais, Monaco célébrait en 2011, devant les caméras du monde entier, l'union du prince Albert et de Charlène. Monaco est le deuxième plus petit état du globe. C'est pourtant dans sa baie que viennent s'ancrer les plus gros yachts. Dans ses palaces que descendent les plus grandes fortunes. Mais attention, sans argent, seul le rêve est permis. Car cette vie de conte de fées se paye à prix d'or. Entièrement gagné sur la mer, le quartier Front-Vieille est la zone industrielle du royaume. La majorité des compagnies qui s'y trouvent, n'en soyez pas surpris, commercialisent des yachts. Voilà, en tout premier lieu, ce que viennent chercher les habitués des palaces de Monaco et consorts. Des places aux premières loges sur la principauté qui fait son show. Sur la Méditerranée, la France s'étend au-delà des côtes du littoral continental. Pour visiter la Corse, autant commencer en beauté. L'arrivée par la mer n'a pas son pareil. Le nombre de touristes qui fait ce choix est en plein boom. Dans le golfe de Calvi, par exemple, la fréquentation des bateaux de croisière a explosé en quelques mois. Comme tous les villages de Corse, l'unique ressource de Calvi est le tourisme. Son port de plaisance, ses plages, sa citadelle, ses cafés sont pris d'assaut presque toute l'année. Mais il y a plus étonnant. Stationné en gare de Calvi, le petit train, comme on l'appelle ici, lui non plus ne désemplit pas. Il faut dire que l'itinéraire qu'il emprunte pour atteindre l'île Rousse offre une vue imprenable sur le littoral.
c'est un petit train qui fait la desserte des plages. Donc on ne va pas faire la ligne Calvi-Île-aux-Rousses d'une traite, hein. On va s'arrêter systématiquement pour la desserte de chaque plage et puis plus tard des villages. Et c'est un train qui a beaucoup de succès évidemment pendant la saison d'été. D'un côté, l'une des plus hautes chaînes de montagnes de l'île. De l'autre, des plages réputées pour les rouleaux qui les assaillent inlassablement. Un parcours du combattant sur l'eau, idéal pour les durs à cuire du 2e régiment de parachutistes, basé sur les hauteurs de Calvi. Pour ne pas alarmer inutilement les estivants, les légionnaires s'entraînent à l'écart de la station balnéaire d'Algajola, l'une des plus prisées de Haute-Corse. Le petit train de Calvi traverse l'une des plus belles régions de l'île. Autrefois surnommé le jardin de la Corse, la Balagne est parsemée de villages médiévaux édifiés à l'époque où l'île était administrée par l'Italie. Alors sur fond de Monte Grosso, on voit là un premier village se détacher sur les ponts rocheux là-haut. Il est magnifique, c'est un des plus beaux villages de France. C'est le village de Sant'Antonino. Des villages comme San Antonino, il y en a près d'une dizaine, perchés entre ciel et terre. Tous cultivent leur identité. Le village de Pigna est par exemple l'un des rares à vivre de l'artisanat aux dépens du tourisme de masse. Ça y est, on arrive. On arrive à Île-Rousse, puisqu'on aperçoit là-bas au fond l'île de la Pietra. La Pietra, c'est la plus grande des îles que l'on trouve. Et puis surtout, on voit le phare là-haut, qui est toujours en activité, qui avait été construit à l'époque de Louis-Philippe. Au terminus du train, l'île Rousse doit son nom à la couleur du granit qui constitue le corps de l'archipel. Sa petite ville est particulièrement chère au cœur du peuple corse, car elle fut fondée par Pascal Paoli, considéré comme le père de la patrie corse. Allez, on est parti. Tranquillement. Sur les hauteurs de Calvi, le village de Calenzana est bien connu des randonneurs. Il est le point de départ du célèbre GR20. Toute l'année, des marcheurs se jettent dans les pas des plus chevronnés avec le secret objectif de décrocher un record. Mais ce n'est pas le cas de tous. C'est chaud, hein? Ouais, il fait chaud. C'est un peu tard pour démarrer une étape. Ouais, vous êtes parti un peu tard. Un peu tard. Il vaut mieux démarrer à la fraîche. Mais bon, on démarre encore un peu. On va pas battre un record. Vous le connaissez le record? Je crois que c'est 50 heures. C'est un Catalan qui a le record. Un jeune. Je vais vous dire 50 heures, mais je suis pas sûr. Hein. Dans cet ordre-là, quoi. Pour faire le GR20 complet. Vérification faite, le record du GR20 est détenu par un marcheur espagnol. Et tenez-vous bien, le jeune champion a parcouru les 200 km, comprenant d'impressionnants dénivelés, en 32 heures, 54 minutes et 2 secondes seulement. Alors avis aux challengers, la partie se corse, sérieusement. Pour rejoindre le littoral, les variantes ne manquent pas. Mais la beauté du paysage est telle que l'on ne résiste pas à flâner en chemin. Et pourquoi pas sur la cime du Capo Tafonato, qui culmine à plus de 2300 mètres. Au sud de Calvi, le golfe de Porto est inscrit au club des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. À l'extrémité sud du golfe, les calanques de Piana sont elles aussi protégées par l'UNESCO. La tour génoise de Porto est un poste d'observation unique sur les récifs qui bordent la réserve de Scandola.
Attention à présent, escalade de sensations en prévision. La pointe de la Parata est en ligne de mire. Nous sommes au nord-ouest d'Ajaccio, dans ce qu'il convient d'appeler un espace entièrement dédié aux activités de plein air. Là où s'achève la terre ferme, les plus téméraires n'auront qu'une envie, rejoindre les îles sanguinaires. Et pour les atteindre, un seul moyen, se jeter à l'eau. Donc là, on va sur l'île principale, Medzumar, plus connue sous les îles sanguinaires. C'est des passages ici où si on passe un peu de bonne heure le matin, on a la chance de voir les dauphins de temps en temps. Mais c'est aussi la porte un petit peu de l'enfer, puisque dès que la mer elle est mauvaise, dès qu'on passe ici, on peut multiplier la houle par 2, voire par 3. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces îles les îles sanguinaires? Alors, le coucher de soleil sur la roche rouge avec des plantes aussi qui changent de couleur en automne et qui viennent un petit peu rose-rouge. Donc ça fait un petit peu sanguinaire de loin. On avait aussi, donc par rapport aux lépreux, presque un mouroir. Donc on pourrait dire que c'était sanguinaire. Après, chacun va y mettre un petit peu de sa version. C'est pas vraiment laquelle est la bonne. Chacun prend la sienne et puis fait son petit rêve. Voilà. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. La même année, la ville d'Ajaccio est fondée. Le premier événement a changé la face du monde, le second a donné naissance à l'une des villes les mieux protégées du globe. Le microclimat qui règne sur la ville est unique au monde. Il profite particulièrement aux palmiers dont la ville est si fière. S'il n'y avait pas les palmiers, Ajaccio ne ressemblerait plus à rien. On a de vrais poignards ici. Si ça tombe sur une personne, ça peut vraiment l'endommager. Et donc c'est important que régulièrement les palmiers soient élagués, c'est-à-dire au moins tous les ans. Qui est-ce qui a eu cette idée de génie de faire planter des palmiers sur cette île? Écoutez, on en voit sur les vieilles photos d'Ajaccio déjà au XIXe siècle. Et puis les palmiers étaient principalement auparavant des palmiers dattiers. Et les palmiers les plus importants que vous pouvez voir aujourd'hui, par exemple autour de la mairie d'Ajaccio, qui font près de 20 mètres de hauteur, ce sont des palmiers qui datent des années 1902-1905. Cap au sud à présent, où le rivage ne semble pas placé sous les mêmes auspices que le golfe d'Ajaccio. La principale menace ici a un nom, Mistral. Quand le vent s'abat au large de Porticcio, il fait une guerre sans concession aux plus frêles embarcations. Sur les hauteurs de sa presqu'île, la tour génoise de l'Isolella offre un belvédère sur la plage de Vergia. 500 mètres de sable étincelant, ponctué de pinèdes. Et ne vous fiez pas à ces images. Au mois d'août, les places sont chères sur la plage qu'on surnomme aussi la plage d'argent. À proximité de Sartène, l'envolée du mercure est exponentielle. Perché sur son piton rocheux, Sartène revendique d'être la plus corse des villes de Corse. Appréciation toute personnelle de Prosper Mérimée, auteur du célèbre roman Colomba, un mélodrame brûlant qui s'achève en vendetta. Toujours plus haut, telle une armée pétrifiée, les aiguilles de Bavella sont, dit-on, les plus belles de Corse. Elles s'élèvent à près de 2000 mètres.
Perché à cette altitude, on pourrait presque apercevoir la baie de Bonifacio, un autre joyau situé à l'extrême sud du petit continent. À l'issue de ce voyage au-dessus de la plus corse des îles françaises, force est de constater à notre tour qu'elle n'a pas volé son titre d'île de beauté. Mais après tout, n'est-ce pas tout le littoral français qui serait de toute beauté ?